Bon, il serait temps de faire une bataille maritime, non? Oula oula, mais j'y connais rien moi. Bah commence par celle où on a fait comme si la terre et la mer c'était la même chose. Ça existe ça? Oh oui. Et le pire c'est que c'était pas si con à l'époque. Aujourd'hui, nous allons enfin faire une bataille maritime, et pas n'importe laquelle, puisque nous allons parler de celle qui a sûrement rassemblé le plus grand nombre d'hommes. Ah, on commence par du moderne. Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille du cap Ecnome, qui a eu lieu en 256 avant Jésus-Christ. Attends, la plus grande bataille navale de l'histoire c'était entre les Romains et les Carthaginois. En nombre d'hommes, oui. Et on n'est pas près de les battre. Impressionnant. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, nous devons remonter jusqu'en 264 avant Jésus-Christ. Ce qu'on appelle la première guerre punique est la confrontation de deux empires en devenir. Rome, après avoir vaincu Pyrrhus, contrôle de manière stable une extrême majorité de l'Italie. Carthage, en revanche, est un empire maritime qui tient tout l'Occident méditerranéen entre la Corse, les Baléares, la Sardaigne, le sud de l'Espagne et la côte africaine d'où elle vient. Le point central de cette guerre, c'est la Sicile. Longtemps sous domination grecque avec Syracuse, l'île va voir Carthage gagner de plus en plus en territoire. Après une intervention vaine de Pyrrhus, la tension va apparaître au niveau du détroit de Messine. Les Romains contrôlant enfin le sud de la botte italienne avec Rhegium, la Sicile devient une cible de choix. Ça tombe bien, Messine, de l'autre côté du détroit, a été prise par des mercenaires d'origine italienne, et ces derniers voient Carthage et Syracuse les mettre sous pression. Il est difficile de déterminer qui de Carthage ou de Rome a fait monter la pression. Toujours est-il que Messine se place sous la protection de Rome, ce qui n'empêche pas Carthage de l'assiéger. Rome se sent alors obligé d'intervenir. C'est la guerre. Et ça va durer. Bon, le but ici n'est pas de retracer toute la guerre. Retenez simplement ici que la majorité des combats vont se dérouler en Sicile, et que les Romains vont pas mal avancer en 8 ans. Leur but étant de conquérir la Sicile, les Romains pensent alors qu'une diversion en Afrique menaçant Carthage leur permettrait de sécuriser le terrain gagné. Et cette réflexion n'est rendue possible qu'après d'énormes efforts des Romains dans le domaine maritime, qu'il convient ici d'étudier. Au début de la guerre, Rome n'a que quelques bateaux pour surveiller les côtes contre la piraterie. Rien à voir avec l'excellente flotte carthaginoise censée assurer le commerce maritime. En combinant des vaisseaux lourds pontés nommés quinquérèmes et des vaisseaux plus légers nommés trirèmes, leur flotte présentait un ensemble tactique maniable et puissant. Attends. Les quinquérèmes et les trirèmes, c'est quoi? C'est pour les rangées de rames, J'aurais bien aimé donner une réponse aussi simple. Pardon? Si aujourd'hui la trirème nous est assez connue, la quinquérème, elle, reste sujette à beaucoup de discussions. Entre l'agencement et la répartition des rameurs, ou la position des rames, le fait est qu'on n'est pas sûr de grand-chose. Je ne vais pas vous bombarder avec des noms de rangées, de postes, etc. Mais voici quelques idées. La trirème, c'est 3 rangées de rames. Sur 36 mètres de long, on a 170 rameurs, auxquels s'ajoute une trentaine d'hommes d'équipage. Un mât ou 2 pour une grande voile, et des petites voiles selon les époques. En combat, les voiles ne sont pas déployées, et l'engagement se résume souvent à la recherche d'un éperonnage. Foncer dans le flanc du bateau ennemi, y faire un gros trou et le laisser couler tranquillement. Ambiance. Sauf que ça demande des hommes compétents dans le domaine maritime. Tout ce qui est deikplos, peiplos ou kuklos, mais ce sont des choses que nous verrons plus tard. Et les Romains, c'est des terrestres. Ils n'ont aucune expérience. Alors ils vont chercher à retrouver leurs repères. Et pour ça, les quinquérèmes s'avèrent beaucoup plus adaptés. 5 rangées de rames? Bien essayé, mais non. Un quinquérème, c'est 3 rangées de rames, mais pour 5 rameurs. 2 rangées de rames sont donc activées par 2 rameurs, permettant d'augmenter la puissance et donc de transporter plus d'hommes qui seront dédiés au combat. Plus long, entièrement pontés, les quinquérèmes embarquent ainsi 300 rameurs, 50 marins et 120 soldats. Ainsi, contrairement au trirème, le quinquérème permet aux Romains de rechercher le combat au corps à corps. Enfin, encore faut-il attraper le navire adverse. Et pour ça, les Romains ont inventé le corbeau. En gros, un corbeau, c'est un ponton mobile qui se fichait dans le pont adverse une fois abaissé. Ainsi accrochés, si la mer est calme, les ponts des deux navires se stabilisent et permettent l'abordage et le combat au corps à corps.
C'est ainsi que depuis le début de la guerre, les Romains investissent énormément d'efforts pour construire une flotte de lourds quinquérèmes plus adaptée à l'abordage qu'à l'éperonnage. C'est une flotte un peu gauche, peu maniable et inexpérimentée, mais les soldats embarqués, basés sur le modèle des légions, sont des soldats de qualité. Ainsi, en 256 après Jésus-Christ, après 8 années de guerre, les Romains préparent une flotte pour débarquer en Afrique et menacer Carthage. Celle-ci se doit de réagir, et plutôt en mer que sur terre. Une flotte vient donc contrer le mouvement au cap Ecnome où va se jouer la bataille. Polybe nous parle de 330 bateaux côté romain contre 350 côté carthaginois, ce qui nous donne un peu moins de 300 000 hommes engagés dans la bataille. Oui, c'est la population de Nantes mais sur l'eau. Attends, mais c'est beaucoup trop! Malheureusement, on n'a que Polybe pour nous renseigner sur les chiffres. Bien sûr, on peut toujours essayer de poser certains... Non mais faut pas non plus raconter n'importe quoi! Ok. Arrêtez tout. Les quinquérèmes peuvent avoir 5 rangées de rameurs avec un rameur par rame, voire 3 rangées avec 2-2-1, ou même 2 rangées avec 2 puis 3 rameurs. Bien. Qu'est-ce qui te fait douter de ces 300 000 hommes? Ben tout! En 16 avant Jésus-Christ, la population italienne dépassait pas 6 millions d'habitants. En 250 ans avant, après les conquêtes romaines, ça devait être encore moins. Et les Romains ont été capables d'envoyer 150 000 hommes dans un domaine où ils avaient aucune expérience? Comment je dois dire Diec Plus? Diec Plus comme les Athéniens de Périclès ou Diec Plus comme les Syracuséens contemporains de la bataille? Mais les Romains ont toujours fait preuve de volonté dans ce genre d'engagement, non? Certes, mais d'un autre côté, si les rameurs étaient pas des citoyens de premier plan, c'était pas des esclaves non plus. Comment ils ont fait pour en recruter autant en si peu de temps? Et leur formation? La tomate, c'est un fruit ou un légume? Les Romains, ils s'en foutent, ça vient d'Amérique du Sud! Des cités alliées, plus maritimes, auraient très bien pu aider, voire envoyer des rameurs. Et la logistique? Comment faire manger une telle flotte? Mais qu'est-ce qu'ils mangeaient, les Romains, s'ils n'avaient pas de tomates? Écoute, il y a certaines questions qu'on ne peut régler. Il faut rester calme. Non, il y a trop de questions en suspens. Donc, pas de pizza pour les Romains. C'est terrible. On peut au moins dire ce qu'on suppose et en tirer ce qu'on peut, tout en conservant un doute constructif, non? Oui, c'est pas faux. En soi, on sait quand même des choses malgré tout. Heureusement, il y a Frida. Bien. Exercice d'esprit critique terminé. T'es vraiment instable comme gamin. Je sais. On peut revenir à la bataille? Oui, oui. Juste retenez. Quinquérème, éperonnage, abordage et corbeau. Si on voulait pousser le vice jusqu'au bout, on pourrait interpréter ici le champ de bataille comme s'il était sur terre. Simplement, la côte deviendrait de la mer, et la haute mer, où la navigation est plus difficile, deviendrait un marais. En fait, on pourrait reprendre pas mal de schémas, hein. Des ailes pour déborder, un centre. Mais ici, les Romains ont un problème. Ils ont avec eux des bateaux qui ont toutes les provisions et l'armement qu'ils se doivent de protéger. Pour cela, les Romains construisent leur centre comme une pointe avec une ligne en arrière. Les deux ailes sont raccourcies pour profiter de la côte sur leur droite et de la haute mer sur leur gauche. L'idée de cette pointe, c'est d'empêcher une ligne perpendiculaire venir percer leur centre. Mais il faudrait une autre vidéo pour en expliquer le concept, donc restons-en là. Toujours est-il que les Carthaginois doivent de fait se mettre en ligne, ce qu'ils font très classiquement avec deux ailes. Mais leur front s'étire tellement que leur aile droite atteint la haute mer. Mais le commandant carthaginois a une idée derrière la tête. Afin d'attaquer les transports plus faibles, il veut attirer le centre romain par une retraite feinte de son propre centre, laissant ainsi le champ libre à ses ailes. Et ce mouvement fonctionne très bien. En avançant puis en reculant, le centre carthaginois aspire la pointe romaine pour engager le combat plus loin. Les deux ailes peuvent alors passer et se retrouvent nez à nez avec une seconde ligne de défense romaine qui a su garder sa formation. On retrouve là un concept très romain de déploiement sur plusieurs lignes que j'expliciterai dans une autre vidéo. En tout cas, la bataille se passe alors sur 3 lieux très séparés. En effet, si l'aile gauche romaine subit l'attaque carthaginoise, l'aile droite décide d'abandonner les transports et de s'appuyer sur la côte pour conserver une formation compacte. Les Carthaginois ont certes des navires plus maniables, mais les corbeaux romains font leur office, bloquant bien des bateaux. Le combat au corps à corps étant clairement à l'avantage des Italiens, le centre carthaginois finit par s'enfuir. De l'autre côté, les ailes carthaginoises prennent le dessus, les bateaux de transport rendant les manœuvres difficiles. Mais elles auront été trop lentes. Le retour de la pointe romaine libérée du centre vaincu des Carthaginois prend en tenaille ce qu'il reste de la flotte africaine. Les jeux sont faits. Les deux camps ont perdu entre 20 et 30 bateaux chacun,
mais les Romains capturent pas moins de 64 bateaux. 20% de la flotte adverse, que les Romains vont s'empresser d'intégrer à la leur une fois réparés. La victoire est donc très nette, et après une escale de ravitaillement en Sicile, le débarquement en Afrique est devenu possible. Ce qui est fait avec la prise d'Aspis. Cependant, la campagne dans la Tunisie actuelle pour menacer Carthage sera un échec militaire. L'attaque est abandonnée l'année suivante, accompagnée de lourdes pertes. Et cela ne réglera en rien la guerre, puisque celle-ci va encore durer 15 années. Je vous avais dit que ça allait durer. Retenez ici que, malgré leur manque d'expérience, les Romains ont transmis leurs connaissances militaires terrestres vers le maritime avec brio. Bon, et quelques ajustements technologiques, hein. On retrouve en effet quantité de concepts tactiques, comme le déploiement, la lecture du terrain, ou encore les engagements. Bien sûr, la guerre navale a ses propres règles, que nous tenterons de découvrir ensemble. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je profite d'ailleurs d'avoir votre attention pour lancer officiellement ma page Facebook, qui vous permettra de suivre un petit peu ce que je fais, et qui me permettra également de vous partager certaines de mes trouvailles. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.